Grand angle consacré à la victoire de Mark Carney au Canada, majoritaire ou minoritaire, le suspense reste entier à l'heure qu'il est. Les libéraux sont à 4 sièges d'obtenir la majorité, 168 contre 172. Avec nous pour en parler, Guillaume Poiret, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes maître de conférences en géographie. Vous avez enseigné, vous enseignez toujours à l'université Paris-Est-Créteil. D'abord, peut-être une réaction sur votre ressenti. Il partait de très très loin, Mark Carney. Comment est-ce que vous expliquez, pour reprendre un mot que j'ai utilisé en première partie et qu'on utilise dans le milieu du football, un mot espagnol, la remontada, la remontée spectaculaire? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, auquel tout le monde pense, vient d'un voisin un peu encombrant qui s'est fait très brillant sur l'avenir du Canada depuis quelques mois, depuis son intronisation. Et pour le coup, ça a eu un impact non négligeable. Vous pouvez le nommer, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. Il a très clairement polarisé les élections et d'autre part, donc ça a joué contre les conservateurs qui, Poilievre, qui était le leader conservateur, se faisait souvent appeler le petit Trump ou le Trump du Nord, ce qui, en cas de vision plutôt négative de Trump, a joué contre lui. Le deuxième point... En fait, quand Joe Biden était encore au pouvoir, on avait le sentiment que Pierre Poilievre surfait sur la montée en puissance de Trump, qui était donné vainqueur, et une fois Trump au pouvoir, c'est l'inverse. Mark Carney arrive, il lui tient tête sur la bataille commerciale. Le deuxième point qui est important, c'est que la crise que connaissent les Canadiens avec la guerre des tarifs, avec le questionnement sur leur identité, a aussi privilégié le gouvernement sortant. Quand vous êtes en période de crise, vous ne changez pas nécessairement le capitaine quand il donne satisfaction. Et autant Justin Trudeau est parti, et je pense qu'il a eu la bonne idée de partir au bon moment. C'est-à-dire qu'il est parti juste au moment où Trump arrivait au pouvoir. Il a annoncé son départ. Il est parti en disant... Je prends la responsabilité de l'échec, des difficultés, c'est ma faute, et mon successeur saura mieux faire. Et en faisant cela au bon timing, c'est-à-dire que s'il était parti 2-3 mois avant, les Mark Carney en aurait plus pâti, sans doute. Les conservateurs gagnaient. Alors, qui les conservateurs gagnaient? Et on va voir pourquoi aussi l'échec des conservateurs, ceux de Pierre Poilievre. Et on va d'abord voir maintenant qui est Mark Carney, quel est son parcours. C'est Catherine François qui nous dresse son portrait. Regardez. C'était tout un défi, un pari risqué. Se faire élire par les Canadiens sans avoir d'expérience en politique. C'est ce que vient de faire Mark Carney. Son CV impressionnant dans le monde de la finance internationale a pesé fort dans la balance des Canadiens. Mark Carney est né en 1965 dans les territoires du Nord-Ouest, mais il a grandi à Edmonton, en Alberta, avec ses parents enseignants. Il étudie en économie. Il obtient un baccalauréat de l'université Harvard en 1988, puis une maîtrise et un doctorat de l'université d'Oxford. C'est là qu'il rencontre celle qui va devenir sa femme en 1994, Diana Fox, une économiste britannique avec qui il a eu 4 filles. Au début de sa carrière, Mark Carney travaille chez Goldman Sachs pendant 13 ans, à Londres, Tokyo, New York et Toronto. Il est nommé gouverneur de la Banque du Canada en février 2008 et gère la crise financière internationale. C'est la responsabilité de la Banque du Canada, le gouvernement du Canada, de vous assurer que notre système financier va être là dans des temps difficiles. Le premier ministre conservateur de l'époque, Stephen Harper, vante alors son travail. Il essaye même d'en faire son ministre des Finances, mais Mark Carney a refusé. Il quitte la Banque du Canada en juin 2013 pour prendre les rênes de la Banque d'Angleterre. Il est le premier gouverneur non britannique de l'institution. Et c'est lui qui va gérer le Brexit, une autre crise majeure. De retour au Canada en 2020, Mark Carney devient l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique et la finance. Il préside aussi à partir d'août 2023 le conseil d'administration d'un fonds d'investissement international. Son nom a circulé ces dernières années comme possible successeur de Justin Trudeau, qu'il a conseillé sur le plan économique. Mais il attend sa démission le 6 janvier pour sauter dans l'arène politique. Et se faire élire chef du Parti libéral le 9 mars avec 86% des voix.
Cet homme discret, que l'on dit pourvu du sens de l'humour, devient alors Premier ministre non élu, présente un gouvernement restreint et déclenche des élections le 23 mars. Ce grand amateur de hockey sur glace était sur la liste des 100 personnes les plus influentes du monde du Time Magazine en 2010. Le voilà maintenant Premier ministre du Canada, avec d'autres gros défis à relever. Protéger le pays de Donald Trump, ses tarifs douaniers dévastateurs et ses visées expansionnistes. Guillaume Poiret, géographe, est notre invité spécialiste continent nord-américain. Il est de gauche ou de droite, Marc Carney ? Il est plutôt de gauche. Les libéraux sont plutôt centristes. Si on devait regarder l'échiquier politique français, les libéraux, c'est le centre-centre-gauche. Si on veut un vrai parti de gauche, au sens où on l'entend nous, ce serait plutôt le nouveau Parti démocratique, donc le NDP, qui, lors de ces élections-là, a été, pour le coup, balayé. Il s'est vraiment effondré. Il est passé de 24 à 7 sièges d'après, une fois de plus, les comptages actuels. Et ce qui paraît incroyable, toujours pas de réaction à l'heure qu'il est de Donald Trump, le président des États-Unis. Une bataille féroce entre les deux hommes se dessine. Avant de revenir à Marc Carney, qui tient tête à Donald Trump, on va poursuivre sur l'analyse de ce scrutin. Beaucoup de partisans conservateurs, de sympathisants canadiens conservateurs sont très en colère contre Pierre Poilievre. A-t-il une responsabilité personnelle dans cette défaite du Parti conservateur ? Alors, je vais avoir une analyse en demi-teinte. La première, c'est qu'il a fait un score qui est parmi les meilleurs du Parti conservateur. C'est pas compliqué. La dernière fois que les conservateurs ont fait plus de 40%, ce n'est pas sous Stephen Harper. Stephen Harper a eu la majorité absolue à 39%. D'accord. Là, ils sont 42%. C'était Mulroney. Donc, c'était il y a 30 ans. Donc, c'est un bon score. C'est un très, très bon score. Dans l'Ontario, il fait un score extrêmement bon. Il a plus de 50%. Ça faisait très longtemps que les conservateurs n'étaient pas arrivés à un score pareil. Donc, d'un point de vue de score, on ne peut rien reprocher aux conservateurs. Ils ont un score qui est très bon. Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est que la personnalité de Poilievre allait poser un problème aux électeurs qui ont préféré ne pas voter NPD, mais voter en faveur des libéraux, et ne pas voter Bloc québécois, mais voter en faveur des libéraux pour s'assurer que Poilievre ne serait pas Premier ministre. Ouais, mais pourquoi ? Parce que ça s'inscrit dans ce sentiment un peu patriotique. C'était quoi la crainte de certains électeurs canadiens de le voir faire un pacte avec Donald Trump ? Peut-être de sacrifier un pan de l'économie, voire une partie du territoire. Vous qui êtes géographe, alors, il y a toutes ces menaces d'annexion. Globalement, ce qui lui est reproché, c'est son style. Il détonne par rapport à la politique canadienne. Il a été régulièrement insultant, provoquant avec ses adversaires. Les Canadiens ne sont pas habitués à ça. C'est pas dans la culture politique locale. Il y a un exemple, c'est les conservateurs s'étaient moqués de Jean Chrétien. Il avait un problème lié à une maladie. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Et à l'époque, ça leur avait été reproché. On leur a dit, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Là, on lui disait, vous vous inspirez un peu trop de ce que font les Républicains. On ne veut pas de ça chez nous. Vous avez une tonalité beaucoup trop populiste. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable au Canada. Donc il y a bien un problème par rapport à sa tonalité. Et effectivement, c'est une question, c'est que puisque lui peut poser problème en tant que personne davantage que les conservateurs, son avenir peut être posé pour deux raisons. La première, c'est qu'il a perdu. Lui, pour le coup, a véritablement perdu sa circonscription. Elle vient de passer aux libéraux. Donc les conservateurs ont gagné en Ontario. Ils ont gagné 13 sièges. Ils en ont perdu un, le sien. Donc ça veut dire qu'il y a un problème vis-à-vis de lui. Le deuxième point, c'est dans les statuts mêmes. On ne peut pas être chef de l'opposition quand on n'est pas élu au Parlement. Les résultats sont très serrés. Est-ce qu'ils peuvent encore décrocher la majorité absolue, les libéraux de Marc Carney ? Il manque 4 sièges pour atteindre les 172. Je serais bien malin de vous donner le résultat final. Il y a des éléments, c'est ce qui n'a pas été compté notamment, c'est les bulletins qui sont arrivés par correspondance ou qui les votent à l'avance. Et ces votes-là sont plutôt favorables aux libéraux. Il y avait eu un fort taux de participation. Tout à fait, c'était historique. Un quart des... Autant la participation globale au scrutin est convenable, elle correspond à peu près au scrutin habituel au Canada, autant le vote par anticipation a été extrêmement important. C'est un quart des électeurs qui ont voté en avance. Et pour le coup, on considère souvent que ces électeurs sont majoritairement libéraux. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des circonscriptions qui pourraient basculer à quelques voix. Donc bien malin celui qui peut dire à qui vont appartenir les quelques sièges qui sont encore en discussion. Parce que on a vu lors de la soirée électorale, il y a des sièges qui se sont joués une centaine de voix. C'est très peu. En fait, globalement, la perte du NDP a fait que certaines circonscriptions de l'Alberta, du Parti démocrate, que certaines circonscriptions de l'Alberta, qui traditionnellement sont conservatrices, ont failli basculer pour les libéraux parce que le NDP s'est reporté majoritairement sur le vote libéral. Et donc, on est arrivé à des jeux quasiment à égalité entre des
députés sortants conservateurs et des personnes souhaitant les challenger libérales. Et ça, pour le coup, c'est assez rare. Alors, Marc Carnet, vous disiez que les Canadiens n'étaient pas habitués aux joutes verbales, à une sorte d'agressivité dans le discours politique. Pour autant, quand on entend aujourd'hui, après sa victoire, Marc Carnet par rapport à Donald Trump, on ne peut pas dire que ce soit sur un ton très diplomatique. Il a un discours très offensif, pour ne pas dire belliqueux. Nous vaincrons, dit-il, le Canada, quasiment. Est-ce que ça peut marcher face à quelqu'un comme Donald Trump? Ou est-ce qu'il surfe sur un certain côté populiste avec tout ce patriotisme qui émerge, notamment pour privilégier les produits canadiens? Alors, d'une part, pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il est Premier ministre d'un gouvernement minoritaire. Il a plutôt intérêt à paraître comme fort par rapport à un président qui est élu et qui a une majorité derrière lui qui le soutient. Quoi qu'on puisse en dire, Donald Trump n'est pas tout seul. Il est soutenu par son Congrès et pour l'instant, il n'y a pas encore de friction dans son Congrès. Ça pourrait venir dans les mois qui viennent, mais il est clair qu'aujourd'hui, Donald Trump est un homme fort aux États-Unis. Donc si vous voulez discuter avec lui d'égal à égal, vous avez plutôt intérêt à apparaître comme fort également et ne pas laisser paraître une quelconque faiblesse. Mais concrètement, de la démo, quels sont les atouts, quelles sont les forces de frappe du Canada et de son Premier ministre? La première force de frappe, à mon sens, c'est qu'il y a une forte interconnexion des économies. Or, on parlait tout à l'heure de l'huile notamment pour faire les frites. Ça peut paraître symbolique et anecdotique, mais ça a son importance. Tout à fait. Globalement, les Canadiens, notamment aujourd'hui, ont des difficultés. Ils veulent privilégier les produits canadiens. Or, par exemple, est-ce que vous interdisez ou est-ce que vous allez refuser un ketchup dont les tomates sont produites en Ontario? Parce que, effectivement, les économies sont tellement imbriquées que certains produits... Les frites sont un bon exemple aussi. Les frites sont produites dans le Nouveau-Brunswick. En fait, ce sera perdant-perdant. Et globalement, vous avez un certain nombre d'États qui sont limitrophes du Canada. Je pense au Michigan notamment, qui est assez important. On considère qu'une guerre des tarifs, ça va coûter 20 000 emplois au Michigan. Une dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. Le français de Marc Carnet, parlons-en. Stephen Harper avait été raillé pour ça. On rappelle qu'officiellement, les premiers ministres du Canada doivent parler les deux langues. Il a du mal, il s'en était plutôt pas mal sorti lors des débats, mais c'était juste. Hein. Tout à fait. Ça lui a joué notamment des tours parce que pendant la campagne, autant ses propos en anglais étaient relativement clairs, autant on pouvait considérer régulièrement qu'il manquait de clarté, il était imprécis et ambigu dans ses propos en français. Ça lui a joué des tours à deux moments de la campagne, et notamment un qui a peu joué, notamment la dernière minute. Il avait annoncé que Donald Trump n'avait pas parlé du 51e État lorsqu'il s'était entretenu avec lui au téléphone, alors qu'on a appris grâce à Radio-Canada que c'était le cas. Donald Trump avait bien considéré que le Canada devait devenir un 51e État. Il avait été relativement ambigu là-dessus en français, beaucoup moins en anglais. Il avait en anglais menti par omission, on va dire. En français, c'était pas clair. En français, c'était pas clair. Ça peut lui coûter cher à terme de ne pas maîtriser suffisamment la langue française. Merci beaucoup, Guillaume Coiret, pour votre éclairage ce soir en direct sur TV5 Monde.